Merci aux organisateurs pour ces belles journées de recherche. J'espère qu'on va continuer dans la filée qu'on a commencé hier à Lille. Ça a très bien démarré. J'espère que ça va continuer de la même façon. Nous aurons le plaisir de suivre l'intervention d'Angèle Ferrer et de Vera Léon, qui vont nous parler du féminisme visuel. Elles vont essayer de répondre à la question si le féminisme visuel est-il possible, en se concentrant sur la revue des femmes en mouvement de la deuxième moitié des années 70. Donc, deux mots juste sur les intervenantes. Angèle Ferrer, docteur en histoire et esthétique de la photographie, associée à l'Université Paris 8, spécialiste de la photo d'architecture, et notamment lauréate de la bourse Louis Roederer dans le cadre de recherche sur les femmes photographes dans les collections du département des estampes et de la photographie de la BNF. Vera Léon, pour sa part, est historienne de la photographie, spécialiste des questions de genre dans la culture visuelle et élément de l'éducation du travail. Elle développe parallèlement une activité de commissariat d'exposition et de recherche-création. La parole est à vous. C'est mieux pour le live, je crois. Ah, ok. D'accord. Donc là, c'est bon. Merci pour cette présentation et merci également aux organisatrices et organisateurs de ce colloque de nous permettre de présenter pour la première fois les premiers résultats d'une recherche commune avec Vera. Alors, il y a quelques échos avec la présentation précédente de Anne Mathieu, notamment sur la question de l'octorialité et de la posture de photographe. Donc, c'est assez intéressant de suivre tout ça, cette communication. Alors, en introduction, on va commencer par une citation de l'historienne Florence Rochefort qui atteste que la visibilité des femmes et de leur combat est un enjeu majeur du féminisme. Pour elle, la révolution féministe est porteuse d'une subversion de la culture visuelle. Elle induit un autre regard. Alors, il y a des travaux en ce moment, une actualité de la recherche sur la question d'un féminisme visuel en France assez récente, qui ont pu notamment être développés autour du médium vidéo avec la thèse d'Hélène Fleckinger, mais aussi qui s'inscrit récemment dans une actualité de la recherche en histoire de la photographie sur la place des femmes dans cette histoire de la photographie. Mais la question photographique demeure quand même un champ encore peu exploré. Et par exemple, l'historienne de l'art Fabienne Dumont, dans son ouvrage Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70, justifie le peu de photographie dans son corpus en l'expliquant en rappelant que la photographie n'acquiert un statut d'art à part entière qu'au milieu des années 70. Plus près. Alors, oui, c'est vrai que comme je tiens le... Ok, là, c'est bon. Donc, dans cette actualité de la recherche récente en France, et à partir aussi de nos travaux respectifs sur les femmes photographes, leur professionnalisation et leurs engagements, mais aussi sur l'historiographie et leur place dans l'histoire des collections, nous avons souhaité avec Vera interroger la question d'un féminisme visuel, non simplement à partir des engagements des photographes pour le féminisme, une perspective qui est le plus souvent adoptée, mais bien à partir de l'utilisation par les mouvements féministes de la photographie en leur sein. Pour cette étude, on s'est appuyé sur les photographies publiées dans la revue féministe mensuelle des femmes en mouvement, parue en 1978, à l'initiative de la militante féministe Antoinette Fouque. Et cette mensuelle, alors je pense qu'on peut passer le... Pardon. Et cette mensuelle faisait suite au quotidien des femmes, paru entre 1974 et 1976, et devient Des femmes en mouvement l'hebdo entre novembre 1979 et juillet 1982. Alors cette revue compte parmi les nombreuses autres revues et fanzines féministes qui fleurissent dans les années 70 en France et qui marquent l'acte de naissance de la seconde vague féministe pour une partie des historiennes et des historiens dans l'onde de choc de mai 68. Et il faut rappeler qu'Antoinette Fouque, qui est donc à l'initiative de cette revue des femmes en mouvement, anime la tendance psychanalyse et politique, aussi connue sous le nom de Psychépo, au sein du MLF. Elle-même psychanalyste, elle tient à partir de 1971 un séminaire de psychanalyse à l'université de Vincennes.
Et en 1972, elle fonde avec le collectif Psychanalyse et Politique les Éditions des Femmes, qui devient ensuite aussi une librairie des femmes, puis la Galerie des Femmes entre 1980 et 1992, avec pour volonté de valoriser et diffuser la création littéraire et artistique des femmes. Elle dit vouloir publier tout, le refouler, le censurer, le renvoyer des maisons d'édition bourgeoises. Alors, la Revue des femmes en mouvement, qui s'inscrit dans cette ligne éditoriale, est illustrée d'un corpus photographique important. Nous nous sommes principalement centrés sur la mensuelle, et dans chacun des 12 numéros de la mensuelle, on compte environ entre 45 et 60 photographies en noir et blanc. Et cette politique iconographique participe à en faire une revue féministe à destination d'un large public que la sociologue féministe Liliane Kandel qualifie, dans un article de 1980, de presse féministe institutionnalisée, professionnalisée, en opposition à une presse féministe qu'elle qualifierait de militante. Le premier numéro de la mensuelle est tiré à 150 000 exemplaires et l'équipe fidélise ses lectrices par abonnement. Les numéros sortent de façon régulière et les publications sont prises en charge par une équipe ouverte aux contributions extérieures, mais qui effectue l'essentiel du travail de rédaction et de préparation. Plus largement, il faut aussi rappeler que la tendance psychanalysée politique du MNF est critiquée par une grande partie aussi des militantes féministes, notamment lorsqu'en 1979, Antoinette Fouque prend l'initiative de déposer le terme MLF en tant qu'association. Les autres groupes fustigent alors un fonctionnement sectaire et se revendiquent en réaction comme MLF non déposé. Alors aussi, pour poser la question d'un féminisme visuel à partir de l'étude du corpus photographique de la Revue des femmes en mouvement, cela ne peut se faire sans souligner le paradoxe d'une uniformité du discours et des représentations des luttes féministes qui fait débat dans les années 70 entre les différents groupes et collectifs. Et au-delà de du questionnement de la culture visuelle dominante, nous faisons ici l'hypothèse que la photographie est au centre d'une reconfiguration de l'idée même de la lutte, outil de mémoire en même temps que d'institutionnalisation d'un mouvement. La photographie devient prenante de lutte d'image que les mouvements féministes imposent à la société. Alors, nous verrons pour commencer en quoi la politique de la revue s'inscrit dans le discours sur l'image des milieux féministes qui lui sont contemporains. Et dans un second temps, nous analyserons les stratégies contre-visuelles de la revue à partir de l'étude du corpus d'images, comment les féministes, à l'initiative de la revue, reprennent la métaphore photographique comme constituante de la démarche militante proposée. Je passe la parole à... Merci beaucoup. Alors, comme évoqué à l'instant par Angèle, donc dans la lignée, on s'inscrit aussi dans la lignée des travaux sur la vidéo en fait dans les mouvements féministes, mais clairement, on avait envie justement d'évoquer ces rapports complexes à l'image, notamment à l'image photographique. On sait que le cinéma et la vidéo sont extrêmement, à cette période-là, investis par les mouvements féministes justement par sa légèreté, par sa capacité d'action, de la facilité en fait d'appropriation par les militantes. Et on se demandait justement qu'en était-il de la photographie dans ces mouvements. La première partie dont on va vous parler, c'est vraiment une partie qui parle vraiment des réticences face à l'image, à la fois quand elle est subie dans l'appareil médiatique notamment, mais même quand elle est réappropriée, souvent avec difficulté pour documenter la militance ou même la vie des femmes en général. Donc le premier point, c'est comment est-ce que ces femmes essaient de se débarrasser de ce qu'elles appellent l'imagerie suicidaire, puisque sur le plan idéologique, les féministes refusent, à l'instar de beaucoup d'autres mouvements qui critiquent évidemment la culture visuelle de masse, elles récusent donc la culture dominante qui objectifie le corps des femmes. Et en couverture de l'ouvrage emblématique, peut-être on peut juste rappeler quand même l'historique de cette question, évidemment les suffragettes anglaises au début du siècle qui sont évidemment déjà très conscientes de cette question de l'objectification du corps, mais cette critique-là quand même se renouvelle, se réactualise dans ces années-là. On peut penser par exemple ici, on vous a mis la couverture de l'ouvrage très emblématique de ces années 70, Nos corps, nous-mêmes, chez Albin Michel, qui figure justement en couverture cette image d'une manifestation avec une pancarte illustrée de photographies de mode accompagnée de ce slogan « Nous ne sommes pas des poupées ». Donc on voit bien que voilà, la photographie, elle est récusée. C'est une réflexion justement, on va parler je crois tout à l'heure d'iconoclasme, c'est vraiment une réflexion qui remet en question le rôle des images dans les collectifs féministes, dans les milieux artistiques ou encore académiques.
On peut penser par exemple au collectif féministe de cette époque qui s'appelle Les Muses s'amusent, créé à Paris en 1974, qui se définit, je cite, comme un groupe de femmes déterminées à dénoncer l'image et le rôle stéréotypé des femmes véhiculées par les médias et à y répondre par des productions audiovisuelles, réalisation en vidéo, photographie, montage sonore de diapositives, cassettes de son. Mais on peut penser aussi à la tension croissante dans ces années-là au rôle social des images, qui se retrouve non seulement dans le milieu artistique, le milieu des plasticiennes, on peut penser aux différentes affiches qui peuvent exister à cette époque-là, mais aussi évidemment dans des travaux plus théoriques, comme chez Suzanne Sontag par exemple, ou chez Monique Wittig, qui pensent vraiment ce pouvoir symbolique des images et de leur effet matériel sur la vie des femmes, y compris, et d'ailleurs pas évidemment qu'en France, on peut penser au même moment à la publication par Laura Mulvey en Angleterre de ces travaux justement sur le male gaze, qui sont évidemment des travaux qui trouvent aujourd'hui une actualité particulièrement importante. Et là, on vous a mis la couverture de Screen, qui est la publication, la revue dans laquelle elle publie cet article fameux. Dans la galaxie du MLF aussi, tout à fait logiquement, ces réticences vis-à-vis de la photographie sont aussi mentionnées. La photographie est dénoncée comme faisant partie d'un arsenal de la rhétorique publicitaire, et plus généralement, elle est pensée vraiment comme l'incorporation du pouvoir par le regard. Et donc, le visuel est bien saisi comme un enjeu politique. Je vous remets juste la citation. Contraintes et forcées à ces techniques, asservies à leurs fantasmes sous le prétexte de nous émanciper, raidies et affaiblies par ces prothèses, ces appareillages qui meurtrissent le corps, mon premier mouvement avec celle qui le rendait possible fut de me libérer de cette imagerie suicidaire, de me débarrasser de cette orthopédie dérisoire. Donc on voit bien cette extériorité de l'image par rapport justement à cette approche intérieure du corps et de la réappropriation de l'intime. Nous étions quelques-unes à renvoyer allègrement stylo, magnéto, vidéo, appareil photo et tout arme à feu dont on nous avait appris le maniement indispensable dans la jungle homophile qu'il nomme hétérosexuelle. Donc on sent le ton assez vif. Les rédactrices du journal, mais aussi les lectrices et les actrices plus généralement rattachées à ce mouvement, rejoignent bien souvent ce point de vue. Elles dénoncent bien souvent le paysage visuel de l'information qui joue avec le sensationnel, le spectaculaire, le macabre, qu'elles justement identifient à un système d'image patriarcale et veulent donc s'en distinguer. On pense par exemple à une lectrice qui témoigne à l'occasion d'un atelier de discussion en disant au niveau des photos, je suis scandalisée par les photos qui paraissent dans la presse, et donc ça peut peut-être faire écho aussi avec la présentation juste avant. De plus en plus dans Libération, il y avait des photos de blessés, de morts. Au moment des condamnations à mort en Espagne, ils avaient mis une photo de torture, ils avaient même omis de dire que c'était une pièce de théâtre sur la torture. Donc il y a vraiment une prise de distance avec la violence des images et une volonté en tout cas de faire autrement, faire image autrement. Et effectivement, dans le mouvement Psychépo, donc le mouvement psychanalysé politique mené par Antoinette Fouque, plusieurs de ces militantes le désignent comme un lieu d'une véritable antipulsion scopique. Donc il y a vraiment cette idée de rejeter les images, y compris comme témoignage du mouvement. Alors évidemment, on a des images qui peuvent être considérées comme manquantes ou non prises. Ce refus de l'objectification, en fait, va s'exprimer sous plusieurs formes. Au-delà de la critique de la culture visuelle dominante, qui est publiée donc dans les journaux d'information, qui sont désignés comme l'ennemi de la révolution des femmes, la simple présence de l'appareil est donc pensée comme dangereuse, y compris en interne, puisqu'il incarne le système dominant. D'où son impérieuse exclusion des espaces militants. On cite, pendant les premières années du mouvement, nous avons tenu délibérément, c'est un peu la même citation dite autrement, c'était rappelé dans le texte du dossier photo, puisqu'il y a plusieurs dossiers photos dont on va vous parler tout à l'heure. Puis nous avons dû nous en servir à nouveau pour nous défendre de celles qui, pendant ce temps, continuent de les utiliser pour s'approprier notre travail, par exemple, mais nous essayons de nous en servir différemment en connaissant mieux les dangers de séduction, d'emprise, de fixation, de captation, de mort de l'autre. Donc, on voit vraiment ce rejet qui peut être compris notamment à partir de cette conceptualisation par Ariela Azoulay, justement, des photographies non prises, c'est-à-dire quand, malgré la présence d'un appareil photographique sur des lieux, aucune photographie n'est prise parce que, justement, la simple présence de l'appareil
et l'attente liée à cette présence justement est en fait contrevenue, et devient du coup l'objet d'images manquantes. Et même si dans cette conceptualisation, Azoulay pense la question des images violentes, donc qui n'a rien à voir avec, qui est différente des images qui sont ici présentées, on peut vraiment souligner la réticence à documenter le mouvement et à représenter notamment ce qui est pensé comme irreprésentable, notamment pour des raisons militantes, mais aussi morales. On peut penser par exemple à une lectrice qui parle de son arrêt d'utilisation de la photo quand sa famille se disloque. Je cite, « J'ai arrêté d'en faire, plus de famille, plus d'albums possibles, plus de photos ». Donc il y a différentes dimensions dans la réticence face à l'image, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée que la photographie, c'est un lieu d'une mémoire constituée notamment, non seulement au niveau de l'individu, mais aussi du collectif. Et donc, on peut mettre à distance justement pour éviter de trahir l'image de ce collectif qui se construit. Et effectivement, c'est clairement dans l'historiographie, c'est évident que c'est plutôt la mémoire visuelle et auditive des militantes qui constituent les principales archives de ce mouvement, contrairement à l'usage récurrent de la vidéo ou de la photographie dans beaucoup de mouvements militants semblables, auxquels en tout cas on pourrait le comparer. Et c'est aussi une distance qu'elles évitent de créer. Je vais te laisser la parole parce qu'il faut qu'on se répartisse bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle cherche à ne pas créer la distance entre la photographe en l'occurrence, et ses modèles. Je cite une d'entre elles qui dit « Certaines d'entre nous avaient le sentiment de faire des photos de la rencontre des femmes et de ne pas la vivre elles-mêmes ». Donc on voit bien cette distance qui est créée entre les personnes qui capteraient grâce à l'objectif et les personnes qui seraient prises en image. Et donc là, on voit aussi cette prise de distance avec la classique asymétrie entre sujet et objet du regard. Qui donc constitue autant de freins pour une pratique photographique. Peut-être juste mentionner, sans forcément vous lire la citation, que ce frein, c'est aussi un frein qui est renforcé encore par l'expérience de certaines femmes dans des milieux photographiques, qu'ils soient des milieux professionnels ou des milieux de formation, comme ici Brigitte Koch, qui raconte sa formation dans une école de photographie et qui parle du pince-fesse, qui parle de ces tirages faits dans le noir et justement d'expériences extrêmement désagréables des garçons qui font subir en fait des violences dans le cadre justement de la prise notamment du laboratoire. Donc voilà, montrer qu'il y a un certain nombre, l'éventail des obstacles à la pratique photographique sont relativement importants. Mais il y a aussi des réappropriations. Oui, alors il y a aussi réappropriation et cette réappropriation, on va le voir et on le développera un petit peu plus dans la seconde partie, passe aussi par une sorte de distinction entre deux types d'images qui va se mettre en place, entre des images et qui pose la question de l'octorialité des images, entre les images militantes et les images de femmes photographes. Alors, il faut, donc je vous le disais en introduction, Antoinette Fouque et la tendance psychanalysée politique donc crée les éditions des femmes et la galerie des femmes. Donc il y a déjà un processus de matrimonialisation qui se met en place et très rapidement et qui aussi se retrouve dans la revue des femmes en mouvement puisqu'on a un grand nombre de femmes photographes qui sont publiées dans cette revue dès les premiers numéros, et qui se distingue un petit peu d'une autre imagerie qu'on pourrait qualifier de militante, dont on va parler un petit peu après. Alors, je crois que... Non. Alors, moi, quand je faisais mes recherches sur les femmes photographes dans les collections de la BNF, donc il y avait j'ai réussi entre les années 68 et 96 à faire ressortir plus de 600 noms de femmes photographes. Et finalement, je suis aussi arrivée à m'intéresser à cette revue parce que c'est dans cette revue que j'ai trouvé des informations sur un grand nombre de femmes photographes, notamment des Françaises, sur lesquelles je trouvais très peu d'informations biobibliographiques. Et donc, un grand nombre de photographes sont publiés dans cette revue. Alors, certaines plus connues comme Claude Bateau, Gisèle Freud, Janine Nips, mais aussi on a des photographes bien moins connus. Alors, Marie-Vonne Gillotte, Elisabeth et Erika Lennart, américaines, qui publient aux éditions des femmes, Claude Bateau également, qui publie aux éditions des femmes,
Dulce Arroyo, Laurence Brun, Melba Levic, et je pourrais en citer un grand nombre. Donc, c'est aussi un support de diffusion pour ces photographes. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est un véritable outil aussi pour la recherche, une source, puisque chaque numéro commence par un agenda culturel avec les expositions des femmes photographes qui sont présentées. Alors, pas que les photographes, aussi d'autres artistes, mais c'est vraiment une source précieuse aussi pour la recherche et aussi parce que certaines photographes donc, ont des interviews, témoignent et parlent de leur pratique. Alors là, je vous avais mis, voilà, par exemple, cette citation de Dulce Arroyo, donc une photographe franco-brésilienne, qui dit d'un journal à l'autre, les sujets sont presque toujours les mêmes, dans le même esprit. Je crois qu'ils n'aiment pas la différence. Très souvent, ils veulent des photos de femmes parfaites, idéales, sauf peut-être pour les articles sur le quotidien. Je photographie souvent des amis. Et j'apporte certaines photos en me disant ça n'ira pas, ce n'est pas la femme heureuse, belle, blonde modèle, les cheveux au vent, dans des paysages de rêve. Donc il y a aussi, voilà, c'est une source très importante aussi pour le discours des femmes photographes sur leur propre travail, un espace où elles peuvent s'exprimer. Et cette matrimonialisation aussi est intéressante parce qu'elle passe aussi par une historicisation des pratiques photographiques des femmes par les femmes. Donc là, c'est dans l'hebdo parce qu'il y a un numéro spécial dans l'hebdo dédié à la photographie où là, il y a différents articles et une sorte de mise en histoire de la pratique des femmes qui déjà s'opère ici avec différentes périodes qui sont indiquées. Alors les premières, époque victorienne, une échappée hors des limites où les tenait l'aristocratie, une excentricité. Ensuite, une deuxième époque qui serait celle qu'elle qualifie d'un changement de classe, d'un changement de continent, l'idée de mettre la photographie au service de la Révolution. Et ensuite, une ouverture sur les contemporaines avec des femmes photographes professionnelles que nous avons rencontrées, disent-elles, mais pas là où leur métier les attendait. Alors, ce qui est aussi particulier dans cette matrimonialisation et qui est propre à la revue et à la tendance psychanalyse et politique, c'est l'idée, c'est une approche essentialiste des femmes photographes aussi de ce qu'est être une femme, donc qui n'est pas l'approche de tous les groupes féministes, avec l'idée d'une libido créandi, donc d'un génie au féminin. Et ça, c'est lié à leur approche psychanalytique. Alors, avec cette citation d'Antoinette Fouque, la création dérive de la procréation. Elle est la traduction de tous les champs de l'activité humaine, du même désir de faire œuvre, donner de l'énergie au monde, s'affirmer, laisser une trace visible et utile à ceux qui viendront. Donc là, on s'oppose à une approche qui serait plus matérialiste du féminisme. On est vraiment dans une approche essentialiste, mais qui est propre à cette revue et qui s'opère ici. Alors, peut-être on avance. Donc sur les stratégies contre-visuelles, donc là, on va partir plus des images. Rapidement, donc le corpus, donc on s'est basé sur les mensuels, mais plus spécifiquement ici, donc vous avez dans le numéro 5 de mai 78 photo réflexion, elle rêve-t-elle, donc il y a un dossier sur les photos, bon vous voyez, et l'hebdo aussi numéro 41 qui est exclusivement consacré à la photographie. Alors pour revenir sur cette idée d'une libido créandi, Vera a parlé tout à l'heure du rapport paradoxal des féministes à l'image entre refus et réappropriation et cette notion d'image manquante. Ce rapport paradoxal, il se pose aussi de façon singulière dans la revue des femmes en mouvement, porté par un discours psychanalytique où l'image devient une manifestation de l'inconscient, une sorte de porte d'entrée dans l'exploration de l'inconscient du sujet photographiant, avec cette idée qu'il y aurait une libido créandi qui serait différente pour les femmes de celle des hommes. Alors, je vous ai mis ici une citation qui est des citations qui ont été prises dans les notes de réunion d'Antoinette Fouque qui rendent compte de l'élaboration du journal, où elle parle déjà du journal comme d'un lieu de transfert, d'un espace analytique, fantasmatique et réel. Et elle écrit à propos des photos: les photos floues de la mensuelle renvoient à quelque chose de l'inconscient. Ce ne sont plus des images, ce ne sont pas des images reflets, des images miroirs. Le miroir donne un reflet, pas une image. Dans l'inconscient, la profondeur de champ n'est perceptible que dans le brouillard. Pour voir, il faut avancer dans le champ, se déplacer. Myope, regard en rapport avec le toucher.
Vertige, le regard reste rattaché à l'organe. Dans la mensuelle, ce qui est vu reste rattaché à l'organe. Alors, vas-y. Donc, on pourrait, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de ce rapport entre l'image désirée et refoulée peut nous faire penser aussi à la notion d'inconscient optique qui est développée par Walter Benjamin et Rosalind Krauss. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant et une piste à développer de ce côté-là. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les photographes dans ce dossier qui sont mis à l'honneur, qui sont présentés, donc par exemple ici, Coochie White, sa série sur les trompe-l'œil, on a vraiment une mise en avant de cet aspect-là, de cette notion de flou, d'opacité ou de trompe-l'œil vis-à-vis de l'image, avec cette idée que finalement les femmes pourraient explorer leur inconscient, leur libido créandi via l'appareil photographique. Voilà. Pareil pour le travail de Claude Bateau, où on a un texte qui accompagne des photographies de Claude Bateau. Donc, on voit aussi le choix des images. Antoinette Houck parlait de brouillard, d'opacité. Donc, on est dans cette idée-là. Et ici, donc, c'est un texte d'une certaine Sylvie C. Alors, on ne sait pas, mais c'est pas un texte de l'artiste, où il y a cette idée du regard qui s'embrume et qui ressent plus qu'il ne perçoit. Donc, c'est des choses aussi qui sont vraiment, c'est un regard et un discours sur la photographie et dans le choix des images qui sont diffusées, qui est vraiment spécifique à cette approche aussi essentialiste et à cette idée de libido créandi, ou encore juste la citation mise en exergue du texte de Virginia Woolf au sujet du travail de Julia Margaret Cameron. Pendant la mise au point, quand j'arrivais à quelque chose qui était selon moi très beau, je m'arrêtais là au lieu de manipuler plus longtemps l'objectif pour obtenir une mise au point plus nette, souci perpétuel de tous les autres photographes. Bon, il faut un petit peu avancer. Peut-être sur l'idée aussi, une autre idée intéressante, sur l'idée d'une chambre à soi, où on reprend cette métaphore de l'ombre et de la lumière. Là, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ces deux images, c'est qu'à droite, vous avez une image de Marie-Vonne Gillotte, donc d'une femme photographe, qui parle, la citation de cette dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Cette métaphore, donc l'espace intérieur, l'espace intime qui serait sombre et l'extérieur, la lumière. Et ensuite, on voit que les photographies des femmes, les photographies militantes, et je vais laisser Vera nous parler de ça, reprennent cette iconographie dans un autre numéro, bien plus tardivement, ou du moins s'inspirent aussi de cette iconographie-là, où cette fois, on est dans un renversement, avec l'idée de passer de la frayeur du noir à une nuit peuplée de rire, où l'obscurité est à l'extérieur et l'espace intérieur est comme éclairé. Alors, sur cette idée aussi d'intérieur et extérieur, et ça va faire la transition avec Vera, on a beaucoup d'images réalisées cette fois par les militantes des femmes, où on voit cette idée de l'extérieur, des paysages, une iconographie qui est moins connue et moins montrée aussi dans l'histoire des femmes photographes de façon générale, où on a tendance à plutôt, dans le discours historiographique, valoriser l'espace intime. Et on parlait hier de la notion de territoire aussi comme une question symbolique et politique. Et clairement, c'est quelque chose qui se retrouve dans la revue. Merci beaucoup. Oui, effectivement, parce que on voit que beaucoup des images en fait qui sont donc représentées sont des images qui sont légendées, créditées photos des femmes. Donc, ce sont des photos qui sont directement issues d'ateliers photos. Donc, elles ne sont pas créditées par une personne, mais au contraire par des collectifs, par cette systématique mention collective. Et ce qui est intéressant, c'est justement que ça permet de justement contraster un petit peu avec certains principes qui sont donc les principes psychanalytiques dont on vient de parler, ce recours au flou qui est aussi évidemment des références pour le coup très classiques aussi à certains objets de l'histoire de la photographie et qui justement là en l'occurrence si on regarde toutes ces photographies, si on se focalise sur ce deuxième corpus qui est plutôt un corpus donc collectif entre guillemets, en tout cas qui se veut montrer les activités collectives, il s'agit d'une forme d'utopie documentaire ou de constitution d'archives avec une inscription dans le temps long qui met en image en fait des groupes de femmes qui deviennent une sorte de métaphore visuelle de cette non-mixité coopérative qui est évidemment très plébiscitée dans les mouvements féministes de cette époque-là, notamment le principe de non-mixité comme vraiment un principe fondateur de cette deuxième vague du féminisme. Et on retrouve donc la forme du cercle, le motif du rire, le plan rapproché intimiste sur des groupes de femmes.
Et en fait, ces ateliers photographiques qui sont donc mis en place ont traduisent différents enjeux. Le premier enjeu, c'est l'intérêt pour le processus même de l'atelier photo, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait de créer une activité photographique collective qui suscite chez les femmes impliquées, comme toute autre activité, d'une certaine manière, un moment justement de partage, un moment d'horizontalité, un moment d'apprentissage en commun, donc dans une démarche à la fois intellectuelle et créative qui se rapproche, ici on le voit, d'autres types d'ateliers, comme des ateliers de lecture, des moments justement de fabrication, de travail manuel, toujours en collaboratif. Mais en même temps, avec le labo photo, il y a aussi cette idée des spécificités propres aux activités photographiques. Notamment, on peut penser à ce compte-rendu d'atelier, 7 femmes dans le noir pour apprendre à développer les négatifs, être plusieurs, parler, tâtonner, se chercher, se toucher, yeux fermés ou écarquillés, regarder avec les mains, presser de la frayeur du noir, de la solitude de la chambre noire à une nuit peuplée de rire. Et là, on voit justement qu'il y a une sorte de renversement aussi de ce moment du labo dont on parlait tout à l'heure avec la citation de Brigitte Koch qui parlait justement de ces moments de frayeur en fait dans le noir. Et là, il y a vraiment cette idée justement d'un renversement par la non-mixité, par la sensualité. On sent dans cet extrait une vraie sensualité dans le rapport justement à la fois à l'image, mais aussi évidemment aux autres femmes. Le deuxième élément de cette iconographie, c'est que ça crée aussi l'idée de ce processus, c'est non seulement de créer des moments communs, mais aussi de créer une iconographie, évidemment, qui serait justement au service d'une révolution visuelle, révolution toute relative, quand on voit ces images qui finalement représentent, qui pourraient tout à fait bien se rapprocher, on disait tout à l'heure, d'un magazine de mode qui prend les femmes dans la rue. Donc, en réalité, ça fait évidemment appel à des iconographies déjà présentes, mais en tout cas, dans la volonté, on sent bien cette volonté justement de faire différemment, et je pense à cette citation, qualité autre dans un rapport différent à l'image, aux femmes et à tout ce que nous photographions. Et cet extrait qu'on a mis en exergue de la deuxième partie, nous sortons du monde de l'image fixe, nous inventons le reportage photographique d'une révolution qui se fait, celle des femmes. Donc il y a vraiment cette volonté, justement, par cette répétition d'une iconographie de femmes en mouvement, comme le titre de la revue le propose, de constituer vraiment un antidote à ce monde figé, à ce monde de l'image fixe, justement. Et donc, ils deviennent en fait des métaphores. Elles utilisent vraiment ce terme, des métaphores de ce que l'on vit, traverse, pense, des phototextes. Donc, les images doivent donner à voir ce mouvement, ce présent, cette révolution en train de se faire. On trouve des pages très récurrentes de femmes en train de marcher, notamment dans l'espace urbain, dans toute la France, des femmes à Lille, des femmes à Strasbourg, etc., qui occupent l'espace public. En revanche, aucune image de manifestation, quasiment. On peut justement contraster ce corpus, évidemment, avec des photographies, par exemple, ici de Catherine Dedon, qui a beaucoup justement documenté le mouvement du MLF. Ici, on est dans la revue des femmes en mouvement, on est sur la femme libre qui marche, qui avance, des groupes de femmes qui s'approprient l'espace public, mais on peut aussi poser la question, bien sûr, ça peut être une politisation des modes d'organisation justement informels, notamment l'intime et politique, qu'est-ce que ça fait des femmes dans l'espace public, et en même temps, on peut aussi poser la question d'une forme de dépolitisation dans ce discours, un discours qui évidemment déjà à l'époque est très présent. On pense à Liliane Candel qu'on citait tout à l'heure, qui propose justement une analyse de ce qu'elle appelle le triomphalisme, des luttes toujours glorieuses, des photos de couverture de la mensuelle. Je vous en mets 3 ici, évidemment, elles sont très emblématiques. Liliane Candel dit « Le féminisme lui-même semble avoir changé. Au féminisme violent et négateur, dirigé contre les mâles des années 70, a succédé un féminisme qu'elle appelle tout sourire. » Cette transformation ou cette dérive, on voit bien qu'elle prend position clairement, semble être accentuée par le développement de médias féministes ou paraféministes, etc., etc. Donc, elle parle vraiment de cette image que les femmes donnent semblablement homogène, rassurante et sans contradiction. Même si les contenus ont changé par rapport à la presse féminine traditionnelle, le processus identificatoire continue d'opérer, produisant de gré ou de force à travers les pages le schéma d'une néo-féminité sécurisante. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette tension, y compris à l'intérieur des mouvements, y compris dans le rapport à la photographie, qui justement qui veut produire des alternatives visuelles vis-à-vis d'un mouvement, de la presse masculine, mais qui en même temps finalement se retrouve parfois à solliciter certaines iconographies qui sont moins novatrices. Alors, en conclusion, puisqu'on va s'arrêter là,
en gros rappeler les 3 buts principaux qu'on s'était un peu donnés. D'abord, faire une sorte d'archéologie des enjeux actuels de représentation iconographique artiste des femmes, des féministes et des minorités de genre, montrer un peu quelles sont les stratégies contre-visuelles, mais aussi les discours mis en place pour s'opposer à un régime médiatique dominant. On sait qu'elles ont rencontré un certain succès, au risque probablement de l'institutionnalisation. C'est toujours des questions qu'on se pose à toutes les époques. Donc, par exemple, on sait que les photographies des femmes ont finalement fini par aussi atteindre d'autres journaux qui les ont demandées. Donc, il y a aussi cette circulation finalement des images qui vont au-delà. Alors, est-ce que c'est une réussite ou pas? C'est une des questions qu'on se posait hier sur la réappropriation. Deuxième point, on voulait réinscrire ces démarches dans leur contexte idéologique et politique et puis montrer comment, même si c'est dans les marges évidemment de l'histoire de la photographie, mais elles ont quand même participé aussi à une historiographie du visuel et à la mise en avant d'un certain nombre d'actrices de ce champ-là et de problématiques visuelles, donc participant à une transformation du champ social en même temps que du champ visuel. Et donc, l'importance aussi, évidemment, qui a été, entre autres, mise en avant par Abigail Solom-Godo, hein, de justement réhistoriciser, non pas seulement une histoire monographique des femmes photographes, mais bien une histoire des pratiques, y compris sociales et collectives, pour comprendre ces autres enjeux. Et puis, dernier point, d'ouvrir par rapport à des corpus plus contemporains, où justement on peut poser aussi la question de cette alternative entre une utopie collective qui est très montrée dans les femmes en mouvement, ou au contraire plutôt privilégier la mise en scène, la construction d'individualités qui déconstruisent les stéréotypes notamment du féminin masculin, et interroger justement ce tournant néolibéral dans les mouvements féministes et LGBT aujourd'hui, sur comment est-ce que toutes ces images-là, en fait, on en a à la fois besoin pour justement se projeter, et en même temps, qu'est-ce que ça nous fait en tant qu'individu, en tant que groupe. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, du coup, on sera vraiment très heureuse d'avoir vos retours parce que c'est la première présentation de ce travail et que sûrement, ça va continuer. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention très riche et laquelle, j'en suis sûr, fait écho à des choses qui ont été dites hier justement sur la culture LGBT et aussi avec ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le rapport entre le collectif et l'individu, le militantisme et la professionnalisation à propos des photos de la guerre d'Espagne.